Bonjour tout le monde, la pause vient de s'achever. Vous trouvez au sommet pour la lutte contre le racisme. On a commencé la première session avec une présentation fantastique par le docteur Etova. Et maintenant, on est si heureux que de vous présenter maintenant Sarah Fang et Ami Archibald qui ont parlé tout le temps sur le podcast qui parle maintenant de l'infirmier Graveleux. À vous deux, je vous cède le micro. Salut tout le monde, on est très heureux d'être là et que de vous parler. Ouais, on va vous parler de quelque chose qui est vraiment très intéressant, quelque chose dont vous n'avez pas parlé auparavant. C'est parler de la bénévolence partagée. C'est un thème où non seulement partagé, mais aussi où il y a une certaine performance, de façon qu'on puisse sous-diviser les choses. C'est quand on a des mots qui sont plus forts que les actions. Mais nous, on veut que les actions réfléchissent en fait, les mots. Donc, c'est pas souvent qu'on dit quelque chose et puis on la fait pas. La question maintenant de cette bénévolence qui touche la performance, vous savez, c'est un problème. Vous voulez voir que je passe avec bienveillance. C'est pas quelque chose qui va vraiment être un avantage pour les communautés. Mais nous, on veut voir des changements. Vous savez, et la chose que je veux voir, c'est comment on veut partager les choses. Bon, comme il vient de le dire, il faut voir si maintenant, si oui ou non, vos actions sont là pour aider, mais peuvent aussi blesser les gens que vous essayez d'aider. Et c'est pour ça qu'il faut savoir comment on dit les bonnes choses. Amy et moi, nous en parlons pendant pas mal de temps au sujet de cette question de la lutte contre le racisme, les alliés, et c'est pas mal de vous sont des gens qui vraiment sentent cela en leur-même. Et c'est pour ça qu'on aura quelque chose qui est interactif, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité maintenant que de placer vos questions dans le Mentimeter et on aura aussi maintenant une période de questions et de réponses. Une des choses par lesquelles on voudrait commencer, c'est la reconnaissance du territoire. Car on a parlé de cette bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on parle tout le temps de la reconnaissance du territoire? Tu sais, on dit, ça, c'est le territoire sur lequel on vit. Bien. Mais il faut que c'est quelque chose qui ait une signification, en fait. C'est quelque chose qui, par exemple, pas seulement moi, mais aussi Sarah, vous savez, nous sommes là pour les droits des autochtones. C'est pas seulement pour dire de là d'où on vient, mais il faut aussi indiquer qu'on travaille en solidarité avec la commission de solidarité. Et bien qu'on vienne de la ville d'Hamilton, donc qui est le territoire des Huron-Wendat et des Haudenosaunee, on reconnaît aussi qu'il y a pas mal de travail à faire en tant qu'individu, en tant que personnes qui sont là pour aider les gens le comprendre qu'il y a ce travail à faire pour qu'on regarde au traité de réconciliation. Et il y a des gens qui disent qu'est-ce qu'on va faire? Oui, nous on dit oui, on va le faire. Ils disent, mais ils le font pas. Donc, cette question de la reconnaissance du territoire est un point de départ. Mais il faut aller par-delà ce point de départ. Il faut continuer. Regardez, il y a des personnes qui ont été maintenant frappées par ces problèmes. Il faut donc comprendre l'histoire des autochtones sur le territoire où on vit. Ce signifie aussi qu'on doit comprendre qu'il y a des gens qui sont maintenant amenés ici, dans le pays qui est devenu le Canada, à travers l'esclavage. C'est pour ça qu'il faut parler de ces personnes. C'est important aussi de le reconnaître. Bien. On doit donc parler de ces niveaux de haine. On doit parler du fait qu'on continue de voir des niveaux de haine qui continuent d'augmenter, des actions, que ce soit dans les rues, dans les magasins, au travail, on voit ces niveaux de haine où il y a des gens qui sentent
les gens peuvent dire des choses qui sont racistes. Et c'est d'ailleurs, il faut faire très attention au fait que il y a des gens que ces gens le disent aussi bien en ligne qu'en tête-à-tête. Je l'ai remarqué surtout que lors de la pandémie, qu'il y avait des gens qui acceptaient moins les autres. Bien des gens qui disaient des choses dans l'espace où ils se trouvaient. On doit traiter les gens comme si c'était des gens, non pas autre chose. Il faut donc se respecter. Et en ligne, par exemple, ce qu'on a vu, c'est qu'on a remarqué certains mots qui étaient là, et puis au niveau épidémique, il n'y a pas d'équilibre. On doit donc, et ça arrive partout. C'est pas seulement un groupe, c'est plusieurs groupes dont on parle ici. Même quand on regarde avec cette bienveillance de performance, vous savez, quand on dit aux gens que dire certaines choses, mais vous savez, à la fin, on va regarder à plusieurs exemples sur ce qui se passe. Mais c'est vraiment crucial. Car il y a ces niveaux de haine, vous savez, il faut le comprendre. Vous savez, quand on dit que la conversation était belle, intéressante, ainsi de suite, mais il faut comprendre qu'est-ce que ces choses veulent dire. D'un côté, il faut être en première ligne, être à l'avant-garde et trouver aussi des alliés. Peut-être on ne va pas en trouver beaucoup de ce côté, mais il faut être prêt pour voir quelle est l'action à laquelle il faut maintenant se préparer parce que en bout de ligne, c'est cette bienveillance performante est quelque chose qui maintenant frappe et puis endommage les gens. Surtout quand on regarde cette question de la haine. Passons à la prochaine diapo. Bien. On a donc remarqué qu'il y avait davantage d'insultes vis-à-vis des personnes qui viennent de l'Asie méridionale. C'est quelque chose, en fait, dont on ne parle pas souvent. Mais c'est très important de le souligner, car il y a tous les groupes ethniques qui sont maintenant frappés, que ce soit physique ou autre. Mais il faut en parler. Et sur la prochaine diapo, vous allez remarquer certaines citations. Il y a des gens qui ont été ciblés. Voici donc ces citations qui parlent d'une femme qui avait un téléphone. Il y avait des gens qui sont allés là et puis ils lui ont volé le téléphone, ils l'ont écrasé. On a des insultés, on a dit qu'il pue. On a aussi... La question est... Je peux pas dire qu'il n'y a pas eu de témoins. Il y en avait. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Il y a toujours quelqu'un qui peut faire quelque chose. Mais tu sais, il y a toujours la crainte qu'on devienne la prochaine victime. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Peut-être vous connaissez cette image. Vous devrez la connaître. Et il y a aussi toute l'histoire. George Floyd a été assassiné. Et il y a plusieurs organisations aussi des organisations de la santé, qui ont dit qu'il faut faire quelque chose ici pour combattre le racisme. On ne va pas maintenant laisser que ces choses continuent et perdurent. Voici maintenant des signes associés à cette question de la bienveillance performante. On voit des gens, il y avait des gens où les gens plaçaient du noir dans les médias sociaux, mais ça n'a rien fait. Ça n'a pas changé quelque chose. Vous savez, il y avait la photo, il y avait du noir, oui, mais ça n'a rien fait. À nouveau, ça c'est quelque chose c'est quelque chose de formel, mais sans contenu. Il y a aussi des autres questions où on voit un thème qui est important, que ce soit la justice sociale, une question d'inégalité sociale ou raciale, et les gens disent, moi, je voudrais maintenant faire quelque chose et proposer des articles sur le thème. Mais ça, c'est du capitalisme. Ça, c'est des ventes. Ça, c'est pas pour changer le système. C'est le système, en fait.
Il y a aussi donc un altruisme qui est faux, un pseudo-altruisme. Après quoi? Il y a des gens qui sont là seulement pour se faire remarquer, plutôt que pour faire des changements. Ou il y a aussi des gens qui disent qu'ils voudraient en faire partie, mais c'est pas vrai, ils savent même pas quoi faire. Quand on regarde ce rapport, à nouveau, il y a ce manque de sincérité. Alors que les actions semblent être bonnes, en fait, elles sont vides, sont creuses. C'est pour cela, on doit toujours penser à l'exemple donné par George Floyd. Alors, tu sais, et pas seulement lui, il y en a d'autres, des cas récents, en fait, qui ont eu lieu, où on demande de l'aide à la police, mais la personne qui a appelé la police pour qu'on l'aide a été tuée par la police. C'est pour cela que c'est pas quelque chose où on va maintenant accuser certaines personnes. Ce qui est important, c'est que les gens qui disent qu'ils sont là pour aider, en fait, ils sont là pour vendre. Ça, à nouveau, c'est des cas de bienveillance performante. Regardez toutes les organisations de la santé et qui ont dit qu'ils allaient aider et n'ont rien fait. Et maintenant, il y a quelqu'un qui c'est pas quelque chose qui te fait sentir bien. Il y a quelque chose qui manque. On le voit dans les microagressions. On va parler des deux. Mais vous le savez mieux, ceux qui maintenant vous aident et qui va vous faire aller du bon côté. L'autre chose, c'est que il faut aussi regarder à quelles sont les choses qui sont vraiment vraies et qui n'est pas donc de la bienveillance performante. C'est plutôt on est motivé, on veut faire quelque chose et on fait quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'on est là pour être en solidarité, ou bien il y a des gens qui font quelque chose au nom de quelque chose d'autre? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et on devrait maintenant regarder à cette bienveillance performante en action. Voici des exemples. On a déjà parlé donc de la reconnaissance du territoire, de la réconciliation et du fait qu'on doit changer les choses. Ça, c'est probablement le thème le plus important. Peut-être, et on voit là aussi la bienveillance performante au travail. Et d'un côté, on dit une chose, mais de l'autre côté, on dit c'est pas qu'il y a ces gens ont vraiment droit à de l'eau potable. On dit les bonnes choses, mais on ne fait pas la bonne chose. Et il y a aussi la normalisation de l'abnormalité, de ce qui est abnormal. Par exemple, les gens, ça fait des décennies qu'ils n'ont pas d'eau potable. À un certain moment, les gens disent ils s'en souviennent plus. On vit dans un pays, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à des choses de première nécessité? Il faut s'assurer que pourquoi on décide de faire certaines choses? Pourquoi on décide de faire d'un côté plutôt que d'un autre? Et il faut maintenant être non pas avec soi-même, mais plutôt avec les autres personnes aussi. Et quand tu dis que tu vas aider, que tu vas soutenir, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut démontrer qu'est-ce qu'on a fait. Que quand on travaille en solidarité avec les autres personnes, on l'a vu. Et il faut voir quel est l'impact. Il faut voir comment on peut donc travailler. Et de l'autre côté, on voit aussi ce qui se passe de l'autre côté à nouveau. Et puis on dit, regarde, est-ce qu'on a bien fait, par exemple, avec tout le système de DEI, la satisfaction, mais vous allez le remarquer que les gens qui sont satisfaits sont moins de 50%. Que se passe-t-il alors? Nous voulions montrer une vidéo et avant de montrer une vidéo, je voulais vous avertir, c'est très réel, c'est quelque chose qui s'est passé récemment et nous comprenons que ça pourrait être difficile pour certaines personnes à regarder.
Donc, si vous pensez que ça va vous être affecté, sachez que vous pouvez sortir pendant une seconde, vous pouvez aller prendre l'air, vous pouvez parler à quelqu'un si vous voulez en parler à la séance. Encore une fois, on peut toujours d'assurer qu'on prend en considération l'optique de traumatisme. Alors, on parle du racisme. On parle de racisme qui se passe dans les différentes cultures à parler en attendant. Encore une fois, en relation à cette vidéo, je pense que, comme on a parlé au début, on a vu ce niveau de haine, la haine qui monte. Et on parle de choses dont tout le monde a parlé, l'élection du 5 novembre, et on parle de la peur que nous avons. Des choses que je veux dire aux gens qui nous écoutent, en particulier les personnes à facilité, c'est le fait que je crois fortement que nous avons encore un rôle à jouer. Et même si les choses changent, le climat est à un niveau euh, d'évolution qu'on n'a pas vu depuis des années. Des cabinets qui sont dans la vidéo qu'on va vous montrer, c'est certaines des choses qu'on voit à quel point c'est difficile. Je veux que les gens sachent qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. On peut faire partie du changement. Mais ne pas se sentir trop déprimé. Je serai honnête, ça me déprime de voir ce qui se passe. Mais gardez l'espoir. Qu'après les cycles électoraux, en particulier quand il y a des gros problèmes comme la pandémie, la Covid, on voit que le climat politique tend à choisir la personne qui est à l'opposé de celle qui était au pouvoir à ce moment-là. Les gens se grattent la tête et comprennent pas ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on a une opportunité de faire quelque chose de différent. L'appel vient de l'intérieur de la maison. Parce que les personnes racialisées voient ça, mais c'est une opportunité pour les autres aussi de s'exprimer. Et alors qu'on regarde cette vidéo, pensez à comment cette personne s'est sentie qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est la vraie question ici. Pensez à comment vous réagiriez si vous étiez la victime de ça. Vous étiez quelqu'un qui était dans la foule à observer ça. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez la personne en train de filmer? Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut à poser, mais au bout du compte, c'est une situation très difficile. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse. C'est juste choquant. En 2024, après tout le travail qui a été fait, on en sera encore là. Et je ne veux pas que cette lecture soit trop négative, parce qu'on va parler des choses tangibles qu'on peut faire et on apprend toujours des leçons. Mais sachez que c'est un temps difficile pour beaucoup de personnes racialisées. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites, beaucoup d'initiatives, mais on est encore là. Désolé d'interrompre, il y a juste une question. Il faudrait qu'on ait le lien pour être capable de juste, on peut pas faire jouer la vidéo à partir du PowerPoint. Je vais essayer de voir ce qui se passe. Peut-être que le son fonctionne. Je pense qu'on peut avoir le contexte sans le son. Alors, on va voir si ça marche. Vous pouvez l'entendre? Oui, le son est là. On peut pas vraiment comprendre pour l'interprétation ce qu'ils disent, malheureusement, mais là. On peut pas vraiment entendre ce qu'il dit, c'est plus ce qu'il fait. Désolé, le son n'est pas assez clair pour l'interprétation.
Alors ça va. Comment ça va? Comment vous vous sentez en regardant ça? C'est difficile à regarder, sur différents niveaux. La première fois que j'ai vu ça, je pensais que la personne dans cette vidéo a montré beaucoup euh, de self-control, de contrôle d'elle-même, beaucoup de retenue. Je peux juste imaginer à quel point ça a dû être, ça a dû être difficile. Mais il y a des personnes qui sont autour, ça aurait pu être difficile aussi. Et je suis choqué qu'aujourd'hui, les gens prendre le temps d'envoyer ces textes haine. Et on peut pas dire que c'est de l'ignorance. C'est pas de l'ignorance, c'est intentionnel. Quelqu'un a pris le temps de penser à cette idée de haine. Pourquoi, comme on a dit, c'était un déclencheur. C'était un déclencheur pour moi en tant que personne racialisée qui est vu ça parce que je fais face à la haine. Moi aussi, je suis sûr que vous, ça se passe à la haine aussi. Cette peur qu'on ne devrait pas avoir. Je connais beaucoup de personnes racistes qui ne comprennent pas ça et des gens qui sont le mais au bout de la journée, tout ce qu'on on va faire tout, on va juste être normal, on va faire toutes les choses, aller faire notre coup, c'est faire sortir, faire les choses que tout le monde fait. Mais avoir cette peur que quelqu'un pourrait nous agresser seulement sur la couleur de notre peau ou la façon dont on ressemble à l'extérieur, c'est terrifiant. Il faut parler encore de la bienveillance performative dans cet exemple. Ce gars est un influenceur et tout ce qu'il fait, c'est je dénonce les mauvais acteurs. C'est faire quelque chose. Il, il demande à la communauté de dire qui sont ces individus. On a besoin d'arrêter ça. Parce que l'autre chose qu'on a vu là-bas, c'est l'effet de l'observateur, l'effet du patient. C'est le plus difficile en relation à la bienveillance performatrice. Quand vous voyez quelque chose comme ça, quand vous voyez que les actions ne sont pas réelles, comment est-ce que ça fait sentir l'autre personne? Comment ça les affecte? Ça cause une perte de confiance dans le système, dans ses structures. Ça cause la peur. On ne croit pas qu'on va avoir l'aide dont on va avoir besoin de la journée. En particulier quand on pense à la santé. Imaginez comment ça peut affecter les gens au bout du compte de se sentir comme quoi ils n'ont pas, tous ces gens ont fait des promesses, mais en fait, ils n'ont rien fait. C'est plus comme, oh, on fait ce qu'on a à faire pour se sentir mieux, mais on fait pas la bonne chose. Alors, ça crée une anxiété, le manque de confiance, et ça crée également un traumatisme. On parle encore une fois à quel point ça crée du traumatisme quand les gens ne sont pas réalistes, quand les gens ne sont pas altruistes, quand les gens ne sont pas réels. Je pense que ces sentiments sont avec les gens qui sont racialistes. On ne veut pas, les gens ne veulent pas faire confiance au système et aux structures. On sait que ces systèmes et structures sont bâtis à travers une optique raciste. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de travail à faire pour ce qui est de générer de la confiance et de savoir que la bienveillance performatrice, ça peut faire du dommage. Dans le passé, j'ai remarqué qu'on avait tendance à mettre une étiquette sur les patients qui ne se conforment pas, résistants. Alors, quand on voit quelque chose, pourquoi les gens ne vont pas chercher des soins? Pourquoi il y a des groupes qui sont évitants de faire vacciner? Pourquoi certaines personnes ne se forment pas, entre guillemets? Parce qu'il y a beaucoup plus de choses à discuter et quelquefois, il faut juste donner du temps aux gens, pour leur donner une chance de travailler sur leur traumatisme. Mais le système de santé n'est pas basé là-dessus, mais il faut donner dans, au bout du compte, si on dit qu'on crée un système équitable, on peut pas agir, il faut faire quelque chose. Alors, si une organisation veut diriger ça, prendre la tête de cela, mais en fait, c'est pas à eux de faire ça. Il faut faire des communautés, il faut créer des comités
Parce qu'au bout du compte, c'est comment ils se sentent. Il faut que les gens soient impliqués. Et, au bout du compte, il faut que ce soit fait en solidarité avec la communauté et non pas pour la communauté. Si vous n'êtes pas de ce groupe marginalisé, quelquefois, il faut juste leur demander ce qu'ils veulent. Si vous n'êtes pas confortable avec cela, demandez-leur, donnez-leur une voix quand ils sont à la table. C'est là qu'il faut reconnaître que on pense à ce qui se passe aux États-Unis, ça se passe en temps réel. Il y a quelques semaines, ça fait 2 semaines, cette image qu'on voit, c'était à 20 minutes de chez nous. Il y avait une manifestation, une énorme manifestation juste après les élections, à personne ici, à Hamilton, à Ontario, qui protestait, il y avait des signes de déportation en masse. Où sont les alliés? Où est la solidarité dont on parle? On dit qu'on veut une société anti-raciste, qu'on peut faire les choses différemment, mais où était l'appui? Les médias sociaux, les tweets, etc., c'est bien, mais il fallait qu'on montre un signe de solidarité. Les centres, j'ai regardé avec les centres antiracistes, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Pas juste de dire, on n'a pas aimé ça et poster et publier là-dessus. Je pense qu'ici, on veut juste parler des effets physiques du racisme. Donc, c'est pas seulement mental aussi, c'est pas juste un concept qui affecte seulement la santé des gens ou qu'on se plaint juste pour se plaindre. Mais il y a des effets tangibles au racisme et vous pouvez partager certains de ces effets. Ah oui, j'ai été capable de médico-boosté pour vous donner un visuel. Quel est le dommage qu'on constate? Et encore une fois, pour revenir à cette bienveillance performative, on essaie de mais il y a une déconnexion sous-jacente entre ce que vous dites par rapport à vos actions. Il y a des véritables effets. Alors, il y a un problème avec le sommeil, des troubles du sommeil, des problèmes de maladies cardiovasculaires, en particulier dans les communautés racialisées qui ont un BMI plus haut et des problèmes d'obésité. On voit des différences en relation par rapport aux inflammations, aux troubles psychiatriques, en particulier dans les communautés racialisées, en particulier dans ma communauté, les communautés noires. Nous ne sommes pas un monolithe, mais je vois avec ma famille, héritage caribéen, et on parle de la santé mentale. Non, parler de la santé mentale, c'est un stigma. Alors, si vos actions ne sont pas bienveillantes et performatrices, les gens ont moins tendance à aller chercher des soins. On voit cette corrélation aussi avec les maladies du cœur. Il y a l'hormone du stress qui augmente, ainsi que la tension artérielle. Et l'autre élément, c'est qu'on fait pas un très bon travail mesurer les résultats de la santé, l'équité au niveau de la santé. Alors, on a beaucoup d'études des États-Unis, du Royaume-Uni, mais on n'en a pas suffisamment au Canada. On sait qu'il y a des problèmes et on a beaucoup de travail à faire pour nous assurer que il faut s'assurer que nous allons changer certains des résultats qu'on voit dans les groupes racialisés, en particulier les étudiants, les réfugiés. Ils arrivent avec les soins de santé. Une fois quand on parle à nos clients, on peut rajouter quelle est votre race, quelle est votre ethnicité quand on fait du dépistage. On aime les données, on adore les données dans les soins de santé. Pourquoi ne pas ajouter cet élément? Il y a beaucoup plus de travail, bien sûr, parce qu'encore une fois, quand je faisais du travail dans l'équité au niveau de la santé, il y a tellement de conversations qui peuvent se dérouler. Toute cette idée de traumatisme, de stress doit se passer en première ligne pour s'assurer que les gens sont prêts à faire ce travail. Il faut, pourquoi est-ce que nous avons cette conversation maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est un temps très important
On a parlé de certains événements politiques. On sent la pandémie, les Covid, c'est difficile. Les soins de santé en ce moment, il y a aussi cet enjeu, comment je peux dire ça, où les gens se sentent plus encouragés à être plus rudes. Pas seulement dans les soins de santé, mais un peu partout. Vous pouvez traiter les gens comme, comme vous pouvez maltraiter les gens, il n'y a rien, sans conséquence. C'est ça la tendance. C'est ça comme ça que beaucoup de gens se sentent. Et ça cause des bris de confiance. On voit des gens, des célébrités, qui disent qu'ils s'appuient une chose ou une autre. Après ça, ils n'agissent pas. Briller, c'est le mois de l'histoire noire. Est-ce qu'on parle de l'histoire des Noirs seulement pendant le mois de l'histoire des Noirs? Ou est-ce qu'on en parle toute l'année? C'est une chose qu'il faut identifier et dénoncer. Je pense que c'est important d'avoir cette conversation maintenant parce qu'il n'y a pas un meilleur temps que maintenant. C'est ma norme. Quand on veut voir du changement, pourquoi attendre? En général, il n'y a pas de raison d'attendre. Le meilleur moment d'avoir ces conversations, c'est maintenant. Et je pense qu'avec le climat politique tel qu'il est maintenant, pas juste au Canada, il y a des choses qu'on voit. Pourquoi ne pas avoir des conversations? Il faut avoir des conversations. Et même si ce soit difficile, encore une fois, si on a une conversation difficile, si une conversation est difficile, il faut analyser pourquoi et nous poser des questions à nous-mêmes. Pourquoi c'est difficile d'avoir cette conversation? Encore une fois, cette conversation, on doit avoir cette conversation parce qu'au bout du compte, il y a une personne dans cette conversation, il y a une famille, il y a une communauté, il y a toute une société derrière ces actions. Et encore une fois, au bout du compte, on parle de racisme. Le racisme, c'est un déterminant de la sociale, de la santé. On a discuté des différents facteurs qui étaient dus et il n'y a pas un meilleur temps pour action que maintenant. Alors, quel est notre rôle? C'est une question, je pense que ça dépend sur beaucoup de choses, mais au bout du compte, on est responsable en tant qu'infirmier infirmière au public, aux organisations pour lesquelles on travaille. On est imputable au collège de règlement. On est imputable à la communauté desquelles on vient. Donc, je pense que c'est une imputabilité. Et au bout du compte, avec les mauvais acteurs dont on parle, c'est pas seulement qu'on a besoin de les dénoncer, mais on a besoin de s'assurer qu'ils soient responsables, rendus responsables, imputables de leur action. Encore une fois, nous reconnaissons et nous comprenons que c'est pas facile. Tout le monde a un rôle à jouer. Alors, une des choses que je dis, c'est que peut-être qu'on peut commencer à une petite échelle, mais le pouvoir sur ce qui se passe à cette petite échelle, une des paraboles que m'a enseigné de mon héritage caribéen, ça s'appelle Walloin le coco remplit le panier. Ça veut dire prendre des petits pas pour arriver où on veut aller. Je dis ça tout le temps. La défense des droits, important, un peu comme différents parfums de crème glacée. Pour certaines personnes, c'est de faire le travail de défense. Tout le monde a un parcours pour vraiment décoloniser. Et vous avez dit ça. Comment est-ce que vous allez faire des changements? Et à quoi ça va ressembler? On va rentrer dans un moule en particulier pour être un défendeur des droits. N'importe qui peut être défendeur des droits. En tant qu'infirmière, on prend à défendre les droits de nos patients. Alors, on a déjà les aptitudes pour faire ça. Comment est-ce que vous défendez votre profession? Comment est-ce que vous défendez vous-même, le système de santé? C'est des aptitudes qu'on a déjà. Et la défense des droits, ça va mieux avec la pratique. Il faut que ce soit pratiqué. Pour revenir à ces différentes conversations, ce sont des conversations qui sont importantes. Alors, on n'a pas besoin de penser à ça de façon des conversations très importantes, nécessaires. Alors, au bout du compte, une des choses que je voulais vraiment faire, c'est que même si on fait de la défense de droit, il faut aussi qu'on se repose. Il faut aussi s'assurer qu'on protège notre propre santé mentale. En particulier, quand on entend tous ces incidents et quand on reconnaît à quel point ça peut être difficile d'être un défenseur de droit. Et j'essaie de faire ce qui est la bonne chose, mais certaines des choses sont très douloureuses. Reconnaître qu'elles sont douloureuses. Je peux dire que quelquefois, de prendre une pause, c'est correct.
Et encore une fois, mon appel à l'action, c'est si vous n'êtes pas racialisé, et comment est-ce que vous appuyez les personnes qui le sont. Pas juste en mettant une image noire sur votre Facebook, mais faire des choses qui ne changent pas du tout ce qui se passe en fait. Comment est-ce que vous devenez quelqu'un qui fait plutôt que quelqu'un qui dit? Alors, mon appel à l'action, c'est de s'assurer que vous faites toujours quelque chose. Après, je pense à comment est-ce que vous amplifiez les voix des gens qui ont été marginalisés. Alors, plutôt que d'utiliser ce qu'on fait comme votre plateforme, rendez la voix aux personnes qui en ont le plus besoin, aux personnes qui en souffrent. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Pensez aux commerces dans votre communauté, qui sont des commerces noirs, qui sont autochtones, qui sont... c'est comme ça que vous pouvez les appuyer en aidant les gens qui font le travail, en demandant de quoi ils ont besoin et ce qu'ils veulent. Et donc, assumer. Quelquefois, il peut être difficile de lâcher prise sur une situation où vous pensez que vous êtes en contrôle et vous vous dites peut-être qu'ils savent pas. Et bien sûr, partager le pouvoir est très puissant. Enfin, responsabilise d'autres personnes à être capable de faire partie du changement, à faire quelque chose. Et au bout du compte, on a besoin de ces perspectives. On a besoin d'avoir la diversité d'idées, on a besoin de diversité de voix, parce que c'est important. Et du coup, il faut s'assurer que c'est pas performatif. Rajouter une personne à la table et s'assurer qu'on leur donne des ressources, que ce soit financier, que ce soit de faire partie d'un conseil, il faut leur donner, il faut faire partie de la solution en solidarité avec une minorité et dénoncer les mauvais acteurs. Encore une fois, un épisode de podcast, c'est pas un épisode de podcast sans qu'on demande à notre audience leur réaction. Alors oui, on a une très bonne discussion. On parle de la laideur du racisme. Alors, j'ai le menti, ça nous donne suffisamment de temps. Je vais vérifier encore une fois. Notre menti est anonyme. Vous pouvez faire des commentaires, poser des questions, faire des commentaires anonymes. Et si vous voulez parler des choses, les mains se lèvent. Si vous voulez, on peut avoir des gens qui commencent la conversation avec nous. Alors, je vais changer mon écran et ayons une conversation sur le racisme et la bienveillance performative. Ah, ici, si vous voulez juste surveiller le chat. Encore une fois, on va essayer de prendre du temps et pour d'autres réflexions, je vous partage ça aussi. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de réponses à la vidéo qu'on a regardé. Je me souviens quand j'ai regardé ça, la première fois, j'étais tellement en colère. Et encore une fois, Sarah, je sais que vous avez mentionné la restreinte que cette jeune femme noire a dû montrer. Pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? Je ne dis pas qu'elle devrait être violente. Le fait qu'elle s'est retenue et que personne n'a rien fait, personne n'a voulu l'aider, personne n'a voulu la défendre. Je me demande si les rôles avaient été inversés, est-ce que ça aurait été le cas également? J'ai juste mentionné ça, c'est difficile à regarder. Je l'ai regardé que 2 fois parce que je voulais m'assurer que ça allait être pertinent pour cette présentation, pour cette conversation. Je vois beaucoup de mots. Le mot qui ressort le plus, c'est en colère, dégoûté, déçu. Je vois d'autres choses, même si on voit également la peur, l'anxiété. Je vois aussi responsabiliser. Je vois motiver. Je pense que c'est important également parce qu'au bout du compte, quand on voit ces choses,
on a besoin d'avoir la motivation de faire quelque chose. L'effet du passant, c'est un effet dont on parle pas suffisamment par rapport au travail d'antiracisme. C'est arrivé, c'est des choses qui arrivent en réel. Et les gens regardent et ils ne font rien. Et souvent, je me sentais gelé et après, j'étais en colère après moi-même. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai pas fait quelque chose. Alors maintenant, je me dis, j'ai besoin de parler maintenant parce que je sais que je veux parler. Je vais être en colère après moi-même si je n'interviens pas. Tous les gens ont des expériences différentes, mais sachez que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez travailler là-dessus. C'est pas un label que vous pouvez vous donner. Vous pouvez changer votre comportement, vous pouvez améliorer. C'est quelque chose qui devient de plus en plus facile. Si cet individu qui aurait aidé la personne qui a intervenu pendant une seconde, quelquefois, c'est même pas les mots, c'est une mission. Mais c'est juste d'être à côté d'elle et de mettre sa main sur son épaule, peu importe, si elle aurait pu fonctionner. Aider. Et encore une fois, rien, quelque chose est mieux que rien. Alors, merci pour avoir partagé avec nous. C'est quelque chose qui voudrait peut-être dire quelque chose. Je pense qu'on a du temps. On a encore un tout petit peu de temps avant qu'on ne passe à la prochaine question. Peut-être on peut regarder à deux questions. Je vois des mains. Les gars, si vous voulez allumer vos micros, à cause du monde qu'on a, on n'a pas la possibilité de les écouter, il y a trop de monde. Oui, on va continuer. Merci pour vos réponses. C'est une très bonne réponse. Bien, bien. Prochaine question. Est-ce que vous pouvez penser à des organisations qui ont démontré que c'était des alliés? Pensez-y. Prenez une seconde. Si vous ne vous rappelez pas l'organisation, placez, écrivez ce que vous savez, ce dont vous vous rappelez. Voici un exemple. Ouais. On va lire. Et il y a déjà des réponses qui arrivent. On a un peu tout, j'ai en train de les lire peut-être. Bien. On a des centres communautaires pour la santé. CNA, oui, bien, bien, bien. Parce qu'ils sont là, par CNA, c'est la ICC. On pourrait pas être plus intéressé par ce qu'il fait aujourd'hui. La toute première réponse, c'était non, c'est terrible. C'est bien, c'est bien. Et c'est vrai aussi. Vous savez, s'il y a des gens qui peuvent, et je voudrais savoir s'il y a peut-être des autres personnes qui qui ont le même sentiment, en fait. Le fait qu'on ait des alliés ou pas, et qu'il y a du travail qu'il faut faire. Et je veux dire, oui, je voudrais le dire, mais malheureusement, je n'arrive pas à trouver quelque chose dans ma tête. Oui, à la ICC, des cliniques dans des grosses organisations. Le fait qu'on est là pour la communauté noire, peut-être aux États-Unis où il y a les femmes au travail. Il y a aussi scène à scène. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien. Il y a aussi la BCC, il y a d'autres organisations qui sont là aussi. Donc il y en a. Il y a aussi l'organisation des infirmiers de l'Ontario, Moncana et des autres projets aussi. Oui, tout à fait. J'ai entendu parler beaucoup de Surge, S-U-R-J, donc c'est-à-dire amenez-vous pour la justice raciale. Il y a aussi la justice dans la zone de Peel, il y a pas mal de choses. Je vois aussi des autres commentaires. Des experts, le fédéral, FNC, FNU, ce sont des organisations qui sont enfin un syndicat des infirmiers. Et les gens comprennent
il y a des organisations qui sont des alliés, des vrais alliés. Et d'un côté, il y a des alliés, et de l'autre côté, il y a des gens aussi qui agissent. On y a les deux. Bien qu'on a démontré ici, est-ce qu'on peut dire aussi qu'ils ont démontré de l'action outre au fait qu'ils sont des alliés? Ouais, on a donc eu toutes ces réponses déjà, c'est pas mal. On peut passer. Attendez une seconde, attendez une seconde. Il y a aussi une question qui est de réduire les dommages. Il y a davantage de réponses, merci. On va maintenant, parce qu'il faut se rappeler de combien de temps on a encore à disposition. Bien, bien. Ça, c'est une question un peu compliquée. Donc d'abord, on va vers l'avant ou on va à reculons? Haute partie. Est-ce qu'on va vers une société qui est plus disposée à combattre le racisme ou plutôt est là et puis craint? Voilà. Voici ce qu'on voit. Il y a des réponses qui arrivent et il y a plein de gens qui disent en train que d'aller à reculons. Il y en a un qui dit on est en train d'avancer. Il y en a quelqu'un qui dit on fait les deux. L'autre, on va à l'avant, mais on va aussi à reculons. Donc un tout petit peu en avance. Il y a donc des mouvements. Il y a des gens qui veulent vraiment faire des choses de la bonne façon. Regardez à la question de l'adversité, de l'équité, de l'inclusion dans les compagnies. Il y a aussi cette autre question, ou surtout aux États-Unis, où il y a, vous savez, on parle de cette idée du woke, qui est maintenant un mot qui est né d'une façon, mais maintenant c'est développé d'une autre façon. Ça c'est et est-ce qu'on comprend les choses sous une autre perspective? Et quelles sont les questions d'injustice sociale de quelles on parle? Mais là, on s'est retrouvé avec quelque chose vraiment de très négatif à nouveau. C'est quelque chose où on va en arrière. De même. Moi, j'ai de l'espoir. Il semble qu'on est en train d'aller reculons, en arrière. Ah non, c'est comme ça, nous, en tant que femmes racialisées, on voit ça. C'est vraiment très préoccupant. On n'est pas en train que d'aller vers l'avant. Il y a un changement. Ou retourner dans les cavernes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer, c'est important. Tu sais, malheureusement, la direction est dans ce sens. Car il n'y a que les voix les plus puissantes qu'on entend et donc écoute. Avec la personne qui va aller dans la Maison Blanche, on va aller à reculons. Désolé. Il y a des gens qui craignent, et donc c'est pour ça qu'on va à reculons. On n'est pas en train que d'apporter du savoir, c'est pour ça que les gens vont à l'arrière. Et c'est vrai. Par exemple, regardez aux comédiens, aux médias. Quand on regarde les progressistes, ce sont des gens qu'on entend. Et je peux continuer à parler. On peut parler donc de cela. Et en fait, ce qu'on entend, sont des voix avec lesquelles on est d'accord. Ce qu'on devrait faire, en fait, c'est que il faut parler. On doit parler avec des gens qui pensent d'une autre façon. Et moi je dis, par exemple, je vais jamais jamais dire cela. Peut-être je pourrais parler avec des gens, mais je ne sais pas. Je suis absolument pas d'accord avec ce genre de personnes, mais on devrait parler avec des gens avec qui on n'a pas vraiment, on ne partage pratiquement rien. Vous pouvez avoir des différentes opinions, mais on doit être en mesure de pouvoir parler quand on a, par exemple, un patient.
et tu n'es pas d'accord avec le patient qui dit quelque chose, c'est toujours un patient. Et donc, il faut avoir une conversation respectueuse, même si on n'est pas d'accord avec personne. Je sais, ça va, t'as dit cela, et donc on ne peut pas parler. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut développer. Il faut comprendre l'autre personne et vice-versa. Donc, toi, tu dois penser à ces choses, l'autre personne aussi doit penser à ces choses. Oui, je vois qu'on se retrouve, on est figé dans ces situations. Il y a des gens qui, maintenant, trouvent la facilité à dire quelque chose de raciste et les choses vont devenir pire. Il y a une stagnation. Oui, je pense qu'on va vers l'avant, mais aussi on va à reculons. Il y a les deux tendances en même temps. Je voudrais que des gens partagent des choses avec moi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un sens maintenant où il y a un sens d'urgence. On doit faire des choses et le temps est maintenant. On le voit. On le voit à travers ses réponses, par exemple. J'espère qu'on ne va pas perdre quelque chose. On va vers l'avant, on va vers l'arrière. D'un côté, on va en avant, de l'autre côté, on va vers l'arrière. Donc, s'il n'y a pas seulement une réponse, ce serait bien maintenant que pouvoir maintenant agréger le tout. Car il y a des gens qui disent qu'on est en train que de retourner en arrière. Moi je vous dis, qu'on a maintenant besoin de faire quelque chose. Si on pense qu'il y a des gens qui commencent à aller vers l'arrière, et il y a pas mal de gens qui pensent comme ça c'est vraiment préoccupant. D'ailleurs, il y a des gens qui disent qu'ils sont préoccupés et qui veulent faire quelque chose. On va passer à la prochaine question, on a 5 minutes. Et nous y voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? À nouveau, tout le monde a un rôle. Moi, je dis que il y a des gens qui sont pas racialisés pour dire quelles sont les solutions pour toi. C'est très important. On leur pose ces questions. Et ça ressemble à quoi? Par exemple, je demandais à Obi que de venir, de montrer aussi ce que ça veut dire que d'être un allié. Comment on peut maintenant se retrouver là pour qu'on puisse continuer, pour demander qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut toujours être visible, il faut toujours parler, il ne faut jamais se taire, il faut indiquer là où on se trouve, il faut être actif. On parle tellement, mais en fait, il faudrait parfois s'arrêter une seconde. Ouais, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup, mais en fait, tu sais, c'est pas toujours comme ça. Il faut être là, se lever, trouver savoir, pour s'engager d'une façon qui soit véritière. Ouais, tout à fait. Sarah et moi, nous parlons de ça tout le temps. On demande aussi aux gens de partager le pouvoir, les structures. C'est vraiment très important. Tu vois là aussi qu'on a besoin de soutien. Il faut être là aussi. On est quelqu'un qui voit les choses, un observateur. Il ne faut pas seulement être un observateur en tant que femme colonisatrice. Il faut maintenant. Oui, tu sais, ça c'est vraiment incroyable. Il faut être des alliés. Il faut écouter, car c'est vraiment très important d'écouter. Oui, bien. Écoute. C'est pas seulement une question que de parler. Il faut aussi regarder aux comportements qui sont pas bons. Il faut aussi critiquer et se critiquer. Il faut aussi. C'est pas facile, mais c'est très important qu'on le fasse. C'est des choses dont on parle à la maison, de comment. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui commence tout au début. On n'est pas un allié. C'est nous qui t'appelons un allié. C'est pas toi qui dois pas toi qui va te donner ce nom. C'est nous qui allons te donner ce nom. Faites des dons à des organisations convenables. Pour parler dans les médias sociaux, oui, bien sûr. Et moi, je pense qu'on doit trouver un endroit
faut trouver son propre espace. Par exemple, Twitter, c'est pas bon. Le gazouillage. Il faut aussi regarder au comportement. Qu'est-ce qu'on fait au travail? J'ai vu quelqu'un qui, moi, j'ai des problèmes à parler quand il y a la fête de l'Action de grâce. En général, on voit des gens seulement quelques fois par année et il y a des conversations difficiles. Merci de poser l'autre. Et merci pour ces discussions. Alors, merci. J'ai beaucoup aimé vos réponses. Et il voudrait regarder la toute dernière diapo. Vous êtes fantastique, vraiment fantastique. Merci pour faire partie du dialogue. Et on sait que vous faites du très bon travail. Et on est en train aussi de nous dire qu'il y a un livre qui est là. On fait un peu de pub pour cela. Merci. Merci à vous de la ICC pour nous avoir invités. Merci beaucoup. Bien. Merci Sarah, Wang et Amy. Merci pour tout. Pour cette discussion enflammée et enflammante sur la question de la bienveillance performante, de façon telle qu'on puisse maintenant défier